de rejet préalable déposée en application de l'article 91, alinéa 5 du règlement, sur le projet de loi de finances pour 2019. La parole est à Mme Valérie Rabault. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Un budget est toujours un acte de vérité qui inscrit de manière tangible les orientations politiques, parfois idéologiques, qui sont prises par le gouvernement. C'est un acte de vérité parce que les chiffres ne mentent pas, même si certains les accusent de pouvoir être sujets à de multiples interprétations. Alors, si nous demandons le rejet de votre projet de loi de finances pour 2019, c'est pour deux raisons, son insincérité et son injustice. Son insincérité, tout d'abord. Sur ce point-là, je dois avouer, messieurs les ministres, que vous surpassez tout ce qui a été fait en matière budgétaire au cours des dernières années, sauf peut-être en 2008. Mais en 2008, il y avait le contexte d'une crise économique et financière qui pouvait s'entendre, et aujourd'hui, vous ne pouvez pas utiliser cet argument. Pourtant, que n'avons-nous entendu à l'été 2017 ? Le ministre de l'Action et des Comptes publics annonce vouloir rendre la loi de finances initiale plus sincère et mettre un terme à des sous-budgétisations initiales qui jettent un doute sur la sincérité de la loi de finances. Alors là, je crois qu'en termes de sous-budgétisation, nous en avons pour notre compte. Et le tout avec le soutien de la Cour des comptes, dont le silence actuellement m'étonne sur la situation actuelle. Oui, votre budget est insincère. Pour rappel, l'article 32 de la loi organique aux lois de finances dispose, et je cite, que les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler. Ainsi, si on conçoit l'insincérité budgétaire comme l'action qui consiste à mettre dans la loi de finances des informations ou des données contraires à celles dont on a connaissance, il semble là qu'on soit en pleine insincérité budgétaire. Insincérité d'abord sur le niveau de déficit public. L'article liminaire de votre projet de loi de finances fait apparaître un niveau de déficit à 2,8% du PIB pour 2019. Mais en même temps, le Premier ministre a annoncé hier soir dans une interview parue aux Échos un niveau de déficit, et je le cite, à 3,2% pour 2019. Or, à l'heure où je vous parle, le gouvernement n'a déposé aucun amendement pour inscrire dans la loi un niveau de déficit à 3,2%. Insincérité en matière de niveau de dépenses publiques. Toujours dans cette interview des Échos, le Premier ministre indique, et je le cite, « Dans le cadre de l'exécution du budget 2019, nous devrons trouver de 1 à 1,5 milliard d'euros d'économies. » Or, le projet de loi que vous nous soumettez pour 2019 ne fait nullement état de ces nouvelles économies. Il y a donc trois solutions. Soit vous faites des coupes sur la sécurité sociale sans le dire, ce qui va fragiliser encore plus les hôpitaux et l'ensemble des soignants. Soit vous ne faites pas ces économies supplémentaires, soit vous procédez à des gels de crédit sans le dire. Quel que soit le scénario que vous retenez, il sera marqué du sceau de l'insincérité et du mensonge dans votre pilotage des finances publiques. Insincérité également en matière de recettes. Le budget que vous imposez à votre majorité pour 2019 fait apparaître 414 milliards d'euros de recettes, qui inclut les 4 milliards d'euros de taxes énergétiques supplémentaires. Or, dans l'urgence, vous avez dû renoncer à ces 4 milliards d'euros. Ces montants n'apparaissent toujours pas dans le projet de loi qui nous est soumis, notamment parce que le Sénat a rejeté votre amendement sur l'article d'équilibre, contestant vos calculs sur le coût des amendements qu'il a adoptés en première lecture. Enfin, insincérité qui n'est pas constitutionnelle celle-ci, mais qui est quand même une insincérité, c'est dans la conduite de votre dialogue avec les entreprises. Vous vous affichez en gouvernement business-friendly, mais chaque année, à moins de 2 semaines de la clôture de leur exercice comptable, pour celles qui clôturent au 31 décembre, vous demandez quelques milliards d'euros supplémentaires aux entreprises. L'an dernier, c'était 5, cette année, c'est sans doute 3. Cette insincérité est tellement criante que le président de l'Assemblée nationale a été dépêché hier à votre secours pour, je le cite,
dire qu'il n'y aura pas de carabistouille pour tenir vos promesses. Chacun sait bien que si l'on est obligé de se livrer à de tels propos, c'est sans doute pour masquer la réalité, celle justement de vos carabistouilles. Venons-en maintenant à l'injustice du budget pour 2019. Depuis votre premier budget débattu à l'automne 2017, nous vous alertons sur l'injustice de votre politique économique, qui se solde aujourd'hui par son inefficacité. Nous vous avons alerté et nous vous avons proposé des solutions alternatives sérieuses, chiffrées, budgétisées, qui vous auraient évité de tomber dans l'écueil flagrant de l'insincérité budgétaire. Nos deux propositions de contre-budget pour 2018 et pour 2019 étaient construites autour du fil conducteur suivant: réduire les inégalités et soutenir la reprise économique. Après 18 mois d'exercice du pouvoir, les résultats sont là. Vous avez accru les inégalités et vous avez dégradé la reprise économique. Commençons par ce dernier point. Vous avez hérité en 2017 d'une économie qui générait 2,2% de croissance économique, c'est-à-dire une économie capable de créer de la richesse supplémentaire. Vous êtes en train de la faire plonger, puisque cette année, la croissance économique devrait être autour des 1,5%. Elle est désormais très lointaine, la période durant laquelle vous pouviez écrire dans le programme de stabilité 2018-2022 que la reprise à l'œuvre en 2017 résultait, et je vous cite, du retour de la confiance des milieux économiques suite à l'élection présidentielle de mai 2017. La différence entre 2,2% de croissance et 1,5% de croissance est de l'ordre de 17 milliards d'euros. En d'autres termes, si l'économie française avait continué sur sa lancée, elle aurait créé 17 milliards d'euros de richesse de plus en 2018, ce qui aurait permis d'engranger dans les caisses publiques près de 8 milliards d'euros de recettes de plus. Cette chute de la croissance vous est imputable et vous ne pourrez pas vous en dédouaner. Ce que vous avez mis en œuvre semble témoigner d'une méconnaissance des mécanismes et des ressorts de notre économie. En France, la croissance économique a 3 moteurs. La consommation intérieure, qui contribue pour 60% à la création de richesses, le commerce extérieur pour 20% et l'investissement pour 20%. Votre politique économique n'a activé aucun de ces 3 moteurs. Il n'est donc pas étonnant aujourd'hui que nous subissions un ralentissement de la croissance économique. Pire, par endroits, vous avez fragilisé ce qui compte le plus dans la création de richesses, c'est-à-dire la consommation interne. Alors justement, cette consommation interne, vous l'avez fragilisée avec votre politique fiscale qui a drastiquement réduit le pouvoir d'achat de 8 millions de retraités, qui au 1er janvier 2018 ont subi la hausse de la CSG, ou encore de nos 15 millions de concitoyens qui n'ont d'autre choix que de prendre leur véhicule pour aller travailler tous les jours et à qui vous avez fait supporter cette année 3,7 milliards d'euros de hausse de fiscalité énergétique. Je rappelle que sur le quinquennat, vous vouliez leur faire supporter 55 milliards d'euros de plus. Ce chiffre de 55 milliards d'euros était tellement délirant qu'ici même, votre ministre d'État, François de Rugy, m'a accusé le 17 octobre dernier, je le cite, de faire peur aux Français en agitant des chiffres énormes, comme s'il fallait les cacher, et surtout comme si vous pensiez que les Français ne pourraient pas s'en rendre compte par eux-mêmes. Oui, ces chiffres étaient énormes, mais ils étaient justes, et face à la mobilisation des Gilets jaunes, vous avez dû vous rendre à l'évidence. Ces chiffres ne faisaient toutefois que refléter que la réalité, celle du quotidien de nos concitoyens. Résultat des courses de votre politique économique, la croissance et la consommation des ménages français a reculé en 2018. Concernant le commerce extérieur, notre balance commerciale va connaître un nouveau record de son déficit, avec sans doute un montant avoisinant les 65 milliards d'euros. Bien sûr que le prix de l'énergie pèse négativement dans cette balance, mais il y a aussi les facteurs sur lesquels nous pouvons agir et pour lesquels, depuis 18 mois, vous n'avez pas fait grand-chose. Ainsi, vous avez refusé lors de la discussion budgétaire tout ce qui pouvait soutenir l'exportation des PME et des ETI. Je pense au crédit d'impôt pour l'embauche d'une personne dédiée à l'export ou encore des dépenses de prospection commerciale. Enfin, concernant l'investissement, là aussi, il souffre d'un manque de dynamisme. Cela n'a d'ailleurs pas échappé à France Stratégie, qui, au cours de l'automne, lui a dédié un rapport, co-signé entre autres par Louis Gallois. Et 2 observations apparaissent. Cet investissement est concentré sur un nombre restreint de grandes entreprises, ce qui laisse les PME et les ETI en dehors de la dynamique. Et le rapport écrit aussi, je le cite,
que l'investissement des entreprises françaises dans les machines et équipements est plus faible que celui des entreprises des autres pays européens. Là aussi, vous avez refusé de poursuivre la politique du suramortissement de 40% que notre majorité avait précédemment voté. En faisant passer notre économie sous la barre des 2% de croissance, vous la faites entrer dans une zone dangereuse, celle où la dynamique de création d'emplois ne suffit plus pour faire baisser le chômage. En somme, depuis 18 mois, vous dilapidez les avancées dont vous avez hérité sur la croissance et sur les finances publiques, et ce, uniquement de votre fait. Concernant l'injustice qui caractérise votre politique fiscale, depuis 1981, il y a eu un pacte républicain qui fait que les Français détenteurs des patrimoines les plus élevés contribuent à la cohésion nationale par l'impôt de solidarité sur la fortune. Au cours des 30 dernières années, une seule fois, ce pacte a été rompu, c'était en 1986. Que vous le vouliez ou non, messieurs les ministres, ce pacte fait partie de notre ADN républicain qui commande le consentement à l'impôt. En rompant ce pacte, vous rompez le consentement à l'impôt et vous fragilisez par conséquent la vision de notre pays. Si vous avez la curiosité de consulter quelques cahiers de doléances rédigés par les Gilets jaunes, il ne pourra vous échapper que cet aspect fait partie des premières revendications. Consentir à l'impôt ne peut se faire qu'avec un niveau de justice sociale, qu'avec l'assurance que chacune et chacun est réellement mis à contribution. Or, la réalité, c'est que la quasi-suppression de l'ISF va rapporter aux 1% des Français les plus aisés 71 000 € de cadeaux fiscaux sur la durée du quinquennat. Permettez-moi, Monsieur le Ministre, de finir par une anecdote pour illustrer cette casse du pacte républicain. Comme de nombreux collègues ici présents, je rencontre les Gilets jaunes. Et voyez-vous, Monsieur le Ministre, sur les ronds-points, j'ai rencontré de nombreux anciens emplois aidés, c'est-à-dire des personnes qui avaient un emploi aidé et qui, suite à vos décisions du mois d'août 2017, se sont retrouvés sans emploi. Pour mon département, le Tarn-et-Garonne, nous sommes passés de 2200 créations d'emplois par an à moins de 500, et pour la France, c'est une chute de 476 000 à moins de 100 000. Même sous Nicolas Sarkozy, il y avait chaque année environ 450 000 créations d'emplois aidés. Vous voyez, Monsieur le Ministre, messieurs les ministres, on peut avoir un débat sur le rôle et l'efficacité des emplois aidés, mais on ne peut faire la politique que vous avez menée, qui est celle du couperet. Ces personnes avaient un emploi aidé. Elles étaient des maillons essentiels de la chaîne de solidarité au niveau local, en travaillant pour les uns dans les cantines des écoles, pour les autres dans des associations qui œuvrent au quotidien. Par votre couperet, vous leur avez montré que vous les méprisez. Ce mépris-là est insupportable et il n'est pas républicain. Votre responsabilité est immense et vous ne pouvez que le constater aujourd'hui. L'idéologie qui sous-tend votre politique budgétaire et fiscale casse la croissance, creuse les inégalités et affaiblit le consentement à l'impôt. Messieurs les ministres, la mobilisation des Gilets jaunes n'est sans doute qu'une première étape. Quand vous aurez définitivement supprimé tous les emplois aidés, précarisé notre marché du travail et affaibli les moteurs de notre croissance, quand les premiers chiffres dressant le bilan de la suppression de l'ISF seront publiés et de la mise en œuvre de la flat tax sortiront, alors la colère risque de monter d'un cran. Il y a urgence. Vous avez pris un premier cap de changement de politique, mais il faut aller plus loin. Sinon, votre nouveau monde, ne sera que le stade ultime de la décomposition de l'ancien. Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, dans le cadre de l'examen en nouvelle lecture du PLF 2019, de voter pour cette motion de rejet préalable. Je vous remercie. Merci.